Lors de la fête de fin de tournage du film adapté du deuxième livre de J.T. Leroy, la presse n'en a que pour l'auteur du roman. Publié pour la première fois à l'âge de 16 ans, J.T. est ce qu'on appelle une sensation littéraire. Ses livres, Sarah et le livre de Jérémie, ont connu un immense succès auprès du public, et particulièrement auprès de la jeunesse branchée d'Hollywood. On pressentait que c'était le prochain jeune auteur à la mode, et que tout le monde allait se l'arracher. Prostitué dans son enfance et ancien toxicomane, J.T. Leroy a survécu à des années d'abus de toutes sortes avant de connaître le succès. Il savait parler de la rue d'une façon très authentique. C'était incroyable. Cet enfant était un génie. Mais certains en doutent. Et J.T. ignore que sa vie est sur le point de se briser par le travail acharné d'un journaliste qui pourrait lui faire perdre ce qu'il a si difficilement gagné. Personne ne sait qui est J.T. Leroy, si ce n'est un écrivain secret et solitaire. Son nom n'apparaît dans aucun livre. Pourtant, J.T. peut être considéré comme un survivant. Jeremy, ou Jeremiah Terminator Leroy, naît un soir d'Halloween de 1980 dans la Virginie de l'Ouest. Il connaîtra une enfance difficile. Il a été élevé par ses grands-parents, qui étaient des fondamentalistes. Son grand-père le lavait à la soude caustique. Très jeune, il a été maltraité par sa famille. Sa mère se prostituait. C'était une toxicomane. Elle a fini par prendre J.T. avec elle, alors qu'il était encore très jeune. Elle se prostituait au bord des routes. Et un jour, elle a forcé son fils à faire la même chose. Pour se prostituer, J.T. s'habille en fille. À l'âge de 11 ou 12 ans, il vivait déjà seul. De façon inexpliquée, il a fini par atterrir dans les rues de San Francisco. Il s'est mis à traîner sur Polk Street. Et il est devenu accro à l'héroïne. Heureusement, J.T. ne reste pas longtemps dans la rue. C'est une travailleuse sociale nommée Speedy qui l'a sorti de la rue. Elle lui a proposé de venir vivre chez elle. Speedy était une femme pleine d'une énergie débordante. Elle avait aussi un côté assez autoritaire. Elle vivait avec un homme nommé Astor. Speedy et Astor avaient au moins 20 ans de plus que J.T. Pour J.T., c'est une famille idéale. Speedy et Astor lui offrent un milieu de vie stable, le premier depuis que J.T. a quitté la maison de ses grands-parents. Ensemble, ils créent même un groupe de musique. Mais Speedy veut plus pour J.T. Elle décide de l'envoyer chez un psychologue. Le jeune garçon se met alors à parler de son passé difficile. Un jour, il m'a raconté qu'on l'avait agressé sexuellement de façon très violente, qu'il avait été gravement blessé au niveau des parties génitales et que ça l'avait castré. Le psychologue encourage J.T. à écrire sur son passé afin de l'aider à surmonter ses problèmes. Si J.T. n'a jamais écrit, il semble être fait pour ça. Tout ce qu'il écrivait parlait de sa mère. Il disait à quel point il l'aimait, malgré toutes les choses terribles qu'elle lui avait fait vivre. Un an après être sorti de la rue, J.T. parvient à contacter Dennis Cooper, un écrivain qu'il admire. Cooper est connu pour sa poésie avant-gardiste, ses performances artistiques et son roman Le cycle de George Miles. Il m'a dit qu'il voulait faire un article sur moi pour un journal, mais il ne m'a posé aucune question. Il ne m'a parlé que de son histoire. C'était une histoire très intéressante qui appelait la compassion. Il m'a dit qu'il s'était prostitué très jeune, qu'il avait été sexuellement agressé, que ses parties génitales étaient détruites, qu'il était suicidaire, qu'il était en train de mourir du sida. Bref, c'était dingue. Dennis est obsédé par tout ce qui relève du traumatisme sexuel et du viol. Et tout à coup, ce jeune garçon l'appelle
Et c'était comme s'il rencontrait l'un de ses personnages de roman. Il m'a dit qu'il écrivait, alors je l'ai encouragé, c'est là que tout a commencé. Dennis propose à JT de le lire. Il m'a faxé des textes qu'il avait écrits à la main et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Je me suis dit que c'était un génie et qu'il avait un talent incroyable. JT est tellement doué que Dennis le met en contact avec des agents, des éditeurs et d'autres écrivains. Je l'ai mis en contact avec des gens que je connaissais à New York, comme Joel Rose, Catherine Texier et d'autres. Et puis j'ai demandé à mon agent de s'occuper de lui. Dennis fait aussi découvrir à JT le travail de Bruce Banderson. Peu de temps après, JT se décide à l'appeler. Une toute petite voix, comme une voix de petite fille, m'a demandé si j'étais Bruce Banderson. J'ai dit oui et JT a continué en me disant que j'étais un génie, qu'il avait adoré mon roman, Toxico, et qu'il m'appelait de la part de Dennis Cooper. Je lui ai demandé son nom et il m'a dit que dans la rue, on l'appelait Terminator. Je lui ai demandé s'il était un garçon et il m'a répondu que la dernière fois qu'il avait vérifié, eh bien, c'était le cas. Ça a détendu l'atmosphère et on a ri. Ensuite, il m'a dit que lui aussi écrivait et qu'il aimerait m'envoyer quelques-uns de ses textes. Et moi, je me suis dit, « Oh non, encore un. Ça va être très mauvais, je vais devoir trouver un moyen de ne pas décourager ce pauvre garçon. » Mais j'ai quand même accepté. À la grande surprise de Bruce, JT a du talent. C'était un très long fax. J'ai commencé à le lire et très vite, je me suis dit que c'était incroyable d'écrire ça à l'âge de 15 ans. Je n'en revenais pas. Bruce et Dennis aident JT à écrire ses premiers textes. J'étais là dès le début. C'est moi qui ai édité la plupart de ses textes. Je me suis beaucoup investi dans cette relation. Je le considérais comme un de mes amis les plus proches. Dennis Cooper et Bruce Banderson ont beaucoup aidé JT d'un point de vue professionnel. Mais aider cet adolescent à écrire, c'est aussi l'aider à tenir ses démons à distance. Dennis Cooper devient rapidement une bouée de sauvetage pour JT. Il appelait tous les jours, à n'importe quelle heure. Il me disait qu'il allait se suicider, ou qu'il allait prendre de l'héroïne, ou qu'il était assis dans une limousine avec un type qui allait le frapper et qu'il se demandait s'il devait le laisser faire. Bref, il avait toujours un problème, il avait toujours besoin d'aide. J'essayais de le recentrer sur l'écriture parce que c'était ça, mon moyen de l'aider. Dennis pense qu'il serait bon que JT puisse parler avec quelqu'un de son âge. Il le met alors en contact avec Travis Jepson, l'un des auteurs prometteurs du moment. Dennis Cooper nous a mis en contact parce qu'à l'époque, nous étions tous deux de jeunes auteurs. Et on s'est mis à s'appeler assez souvent. JT avait l'air très perturbé. Et chacune de nos conversations ressemblait à une séance d'analyse. Il me parlait de ses démons, de son passé. L'écriture aide JT à guérir les blessures de son passé. Puis, alors qu'il n'a que 17 ans, il signe un contrat avec une maison d'édition. En 2000, son roman intitulé « Sarah » est publié. Les ressemblances entre la vie de JT et celle de son personnage principal, Cherry Vanilla, sont frappantes. Comme JT, Cherry Vanilla entretient une relation compliquée avec sa mère, qui elle aussi se prostitue au bord des routes. C'est un roman assez surréaliste. C'est l'histoire un peu transgressive d'un jeune garçon qui voulait être une fille. C'est aussi l'histoire de son errance avec sa mère sur les routes du sud de l'Amérique. C'était avant-gardiste. Il parlait de sexe avec beaucoup de candeur, d'une façon extraordinaire. C'était sans pudeur. Sarah devient un livre culte et reçoit les faveurs de journaux réputés tels que le Guardian, la revue littéraire du New York Times et bien d'autres. Ça a fait du bruit. Tout le monde s'enthousiasmait de l'arrivée d'une nouvelle voix, d'un nouveau visage. Tout le monde, à une exception près.
Stephen Beachy, journaliste indépendant, est invité à l'une des lectures du premier roman de J.T. J'ai lu quelques lignes du livre et je me suis dit que c'était bien trop raffiné et bien trop mature pour avoir été écrit par un garçon de 16 ans. Mais Stephen Beachy devra attendre pour rencontrer ce jeune auteur mystérieux. En effet, J.T. brille par son absence. Quand j'ai vu qu'il n'était pas là, je me suis tout de suite demandé pourquoi tout le monde croyait à l'existence réelle de cet écrivain. Mais J.T. a une bonne raison de ne pas être là. Il est trop anxieux pour se montrer en public. Il avait tellement de problèmes psychologiques qu'être devant un public l'angoissait énormément. Hormis Speedy et Astor, personne n'a jamais rencontré J.T. en chair et en os. Je lui proposais tout le temps de venir me voir à Los Angeles. Et il me répondait qu'il aurait adoré, mais qu'il avait peur que je le trouve moche. Alors je lui disais que ça n'avait pas d'importance, mais il croyait que si je le voyais, j'arrêterais de l'aimer. Malgré un fulgurant début de carrière et un public impatient de le découvrir, J.T. refuse de sortir de sa cachette. Il voulait qu'il lise son roman en public, mais il s'est débrouillé pour que des auteurs connus le fassent à sa place. J'ai fait quelques-unes de ses lectures, on lui rendait hommage, mais il n'était pas là. Pour ne pas se montrer, J.T. envoie à sa place Speedy, sa fidèle colocataire. Elle avait des cheveux or et rouges, très brillants. On aurait dit un personnage de théâtre kabuki. Elle était bien maquillée. Elle se faisait un teint très pâle et mettait particulièrement ses yeux en valeur. Elle était très intense. C'était quelqu'un qui savait vous montrer à quel point vous étiez important. Mais pour le journaliste Stephen Beachy, quelque chose ne tourne pas rond. Je me suis demandé pourquoi aucun journaliste n'avait jamais essayé de découvrir qui était J.T. Ça a été un grand choc pour nous tous, quand il s'est mis à apparaître en public. Qui est donc J.T. Leroy, ce jeune prodige mystérieux? J.T. Leroy, un auteur vivant reclus chez lui, est une étoile montante de la littérature. Malgré son succès initial, J.T. est trop angoissé pour se montrer en public. En 2001, J.T. publie son deuxième livre intitulé « Le livre de Jérémie ». Ce recueil de nouvelles suit les aventures d'un travesti nommé Jérémie, victime de maltraitance, de viol et d'abandon. C'est l'histoire d'un garçon à qui il est arrivé des choses horribles. À nouveau, les critiques sont dithyrambiques, mais J.T. refuse toujours de faire des lectures publiques. Et plus il se cache, plus il devient célèbre. Des gens de plus en plus connus venaient lire son travail à sa place. Il était en contact avec un nombre croissant de célébrités. Jusqu'à ce qu'un jour, J.T. sorte de sa cachette. Ça a été un grand choc pour nous tous, quand il s'est mis à apparaître en public. Mais pour J.T., l'exercice est difficile. Toujours aussi angoissé, il décide de se déguiser et de porter une perruque et des lunettes. Il se cachait sous sa perruque et ses lunettes, on voyait très peu son visage. Mais J.T. souffre encore de crises de panique spectaculaires. Heureusement, Speedy, son ange gardien, est toujours là. Speedy était toujours à côté de lui. Elle veillait sur lui, elle le protégeait, comme si elle avait peur que quelqu'un s'approche de trop près. Ceux qui lui parlaient au téléphone venaient le voir et faisaient allusion à ce qu'il s'était dit lors de précédentes conversations. Mais c'était comme si J.T. n'avait jamais parlé à ces gens, comme s'il ne les connaissait pas. L'étrange comportement de J.T. continue d'éveiller les soupçons du journaliste Stephen Beachy. Mon compagnon était un travailleur de rue et j'avais moi-même déjà exercé cette profession. Je n'avais pas aimé faire ce travail. Je n'avais pas l'impression de répondre aux besoins réels de ceux qui vivaient dans la rue ou qui se prostituaient. Je sentais bien que quelque chose me dérangeait.
J'ai fini par me demander pourquoi aucun journaliste n'avait jamais essayé de découvrir qui était JT. Steven décide alors de mener son enquête. Il réalise que si JT a effectivement traîné dans les rues de San Francisco au milieu des années 90, il est très probable qu'il l'ait rencontré, lui ou une de ses connaissances. Au milieu des années 90, j'ai donné un atelier d'écriture avec des jeunes de Tenderloin. C'est un endroit où les jeunes des rues peuvent venir passer un peu de temps ou faire des activités artistiques. C'est exactement le genre d'endroit où JT aurait pu venir. Mais je n'ai jamais rencontré de JT ou de Terminator. J'ai montré sa photo à plein de gens que je connaissais en leur demandant s'ils avaient déjà vu un jeune garçon qui ressemblait à ça. Je leur ai montré sa photo dans le Vanity Fair, mais bien sûr, personne ne l'avait jamais vu. La vie d'errance de JT est maintenant bien loin de son quotidien d'auteur à succès. JT travaille sur le scénario d'Elephant, le film de Gus Van Sant. Il écrit également pour différents journaux et magazines comme Vogue, 7 sur 7 ou le New York Times. Dans ses articles, il parlait de ses sorties mondaines. Bientôt, la réputation de JT attire l'attention d'Hollywood, qui met une option sur ses 2 livres afin de les adapter au cinéma. Il connaissait beaucoup de célébrités. Il écrivait à Billy Corgan des Smashing Pumpkins. Il était en contact avec Courtney Love, Aja Argento et Carrie Fisher. Avec la notoriété, il est devenu plus vaniteux et plus narcissique. Il s'est aussi montré assez cruel avec certaines personnes. Un jour, il m'a appelé pour me dire à quel point j'étais important à ses yeux. Puis il m'a demandé de parler à un journaliste qui écrivait sur lui. Il voulait que je dise à ce journaliste que l'histoire de sa vie était bien réelle. Je lui ai rendu ce genre de service 1 ou 2 fois, puis j'ai arrêté. J'en avais assez. Tout ce qu'il faisait, c'était m'utiliser. Si certains de ses vieux amis se sentent manipulés, la presse se montre toujours aussi enthousiaste. Le Los Angeles Times envoie alors la journaliste Nancy Rommelmann couvrir la fête de fin de tournage de l'adaptation cinématographique du livre de Jérémie. C'était un endroit magnifique. Il y avait Aja Argento, le réalisateur du film, Chloé Sevigny, Sharon Osbourne, des membres des Talking Heads et de Sonic Youth. Mais moi, je me demandais si JT Leroy était là. C'est alors que cette femme est venue vers moi avec un grand sourire. Elle m'a serré la main et elle m'a dit « Je m'appelle Speedy, ravie de vous rencontrer. » Je lui ai dit que je voulais voir JT et elle me l'a montré. Il était assis juste derrière elle. JT est très loin de ce à quoi Nancy s'attendait. Il était recroquevillé sur lui-même. Il portait son chapeau, sa perruque et ses lunettes. Speedy a dit à JT de me parler des chansons qu'il avait écrites. Alors JT s'est redressé et il m'a dit « Je m'excuse si je ne réponds pas bien à vos questions. » Juste avant de s'effondrer sur mes genoux. D'autres journalistes se mettent à s'intéresser à JT. Warren St. John le rencontre lors d'une entrevue pour le New York Times. Et Speedy lui fait également forte impression. J'ai posé une question à JT et il s'est mis à marmonner quelque chose. Puis cette femme s'est mise à parler. C'était un vrai moulin à paroles. Je me suis même demandé comment j'allais faire pour qu'elle s'arrête. Je venais l'interroger lui, pas elle. Personne ne la connaissait. Elle n'avait aucune importance. À la fin de l'année 2004, JT publie une nouvelle intitulée Harold's End. Stephen Beachy profite de l'exposition artistique liée à la sortie du livre pour voir JT d'un peu plus près. Ça commençait à m'obséder. J'étais persuadé qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. Le 7 mai 2005, une lecture donnée dans une galerie d'art permet à notre journaliste de voir JT et Speedy à l'œuvre. Je les ai vus sortir d'un taxi et Speedy s'est empressé d'emmener JT à l'intérieur de l'immeuble. Personne ne pouvait parler à JT, ni même le toucher. C'était comme si elle protégeait cet enfant timide et vulnérable de ces hordes d'admirateurs. Quelques semaines plus tard, Warren St. John, journaliste au New York Times, reçoit un appel très intrigant.
La personne au bout de la ligne avait l'air très agitée et légèrement menaçante. Elle m'a dit que je m'étais fait avoir et que l'histoire de J.T. Leroy n'était qu'une arnaque. St. John appelle alors Speedy. J'ai décidé de tenter un coup de poker. J'ai appelé Speedy et Astor et je leur ai dit que je savais que tout était faux et que j'allais écrire un article là-dessus. Ils m'ont expliqué très calmement que c'était la chose la plus stupide qu'ils n'avaient jamais entendue et que ce coup de téléphone provenait certainement de quelqu'un qui essayait de leur nuire. St. John ne parvient pas à retracer l'appel. Sans preuve, l'information est inexploitable. Il n'a pas d'autre choix que d'abandonner. Pendant ce temps, Stephen Beachy, plus suspicieux que jamais, se met à la recherche d'une preuve officielle de l'existence de J.T. Il n'y avait aucune trace d'un J.T. ou d'un Jeremiah Leroy dans les registres de la Virginie de l'Ouest. Aucun certificat de naissance, rien. C'est à ce moment-là qu'une information incroyable tombe entre les mains de Beachy. Une information qui fera tout basculer. Tout à coup, j'ai une réponse à ce qui m'obsédait depuis des années. Partir de rien pour arriver à tout. C'est ce qu'a fait J.T. Leroy, un auteur encensé par la critique. J.T. a publié 3 livres. Il écrit pour le cinéma et fréquente de nombreuses célébrités du monde artistique et littéraire. Le journaliste Stephen Beachy enquête sur lui depuis des années sans réussir à prouver que J.T. n'est pas celui qu'il prétend être. Mais un jour, par pur hasard, Stephen découvre une information qui fera tout basculer. Tout ça est venu à moi d'une façon très bizarre. Finalement, c'était une simple coïncidence. En 2005, son compagnon arrive avec de surprenantes nouvelles. Un de ses amis de collège lui avait parlé de Jeffrey Knoop. Jeffrey était allé dans le même lycée qu'eux. Il lui a dit que Jeffrey et sa compagne Laura prétendaient habiter avec J.T. Leroy et qu'ils se faisaient appeler Speedy et Astor. Stephen n'en revient pas. On venait de me donner les noms et les visages de ceux qui étaient derrière cette histoire. Il fallait que je prouve que ce que je pensais était vrai. Stephen met de côté ses recherches sur J.T. pour se pencher sur Speedy et Astor. Il explore le site internet de leur groupe de musique, Thistle. Astor s'occupait de la vente de leurs disques et semblait rester plus en retrait que sa compagne. Stephen apprend que Jeffrey Knoop a rencontré Laura, sa compagne et partenaire musicale, en 1989. Ils sont allés à San Francisco pour faire de la musique. Mais je crois que le groupe n'a jamais vraiment rencontré le succès qu'ils espéraient. Quand il oriente ses recherches sur Laura Albert, Beachy fait d'étonnantes découvertes. Il tombe sur la description de son profil artistique sur une cassette audio érotique. Laura dit venir de Brooklyn et se présente comme chanteuse, compositrice, actrice et hôtesse de téléphone rose. Pourquoi une hôtesse de téléphone rose de Brooklyn se fait-elle passer pour une travailleuse sociale anglaise? La réponse doit se trouver du côté de J.T. Ils ont fait tout ça pour promouvoir leur groupe. Grâce à la notoriété de J.T., Laura, alias Speedy, et Thistle, son groupe de musique, sortent de l'ombre. Le fait d'avoir J.T. avec eux leur a donné confiance pour se lancer. C'est d'ailleurs le seul moment où leur groupe a eu un peu de succès. Stephen découvre alors à quel point Laura Albert est impliquée dans les affaires de son protégé. J.T. était payé pour ses livres et ses articles. Je me suis donc demandé qui encaissait les chèques. Et j'ai découvert 2 choses. La première, c'est que pour son premier livre, les chèques ont été faits à l'ordre d'une femme nommée Joanne Albert, dont il disait qu'elle était sa cousine. La deuxième, c'est que les chèques qu'il a reçus du magazine 7 sur 7, pour lequel il écrivait, ont été libellés à l'ordre d'une société implantée à Carson City, dans le Nevada, et cette entreprise appartenait à la mère de Laura Albert. L'argent que perçoit J.T. est donc encaissé par des entreprises gérées par la famille de Laura Albert. Maintenant qu'il a cette information, Beachy décide d'appeler les vieux amis de J.T., dont Dennis Cooper. Quand il m'a dit ça, je ne l'ai pas cru. Mais il avait de solides arguments.
Dennis autorise Steven à venir éplucher les documents qu'il a en sa possession concernant J.T. Leroy, chose que J.T. a toujours refusée. Je sentais que j'allais y trouver quelque chose que J.T. tenait à garder secret. Steven se rendant à New York pour consulter les archives de Dennis Cooper. Une fois là-bas, j'ai trouvé ce que je cherchais. Steven tombe alors sur une photo de J.T. que celui-ci avait envoyée à Dennis Cooper au commencement de leur relation. Sur cette photo, il avait l'air plus fin et plus masculin. La personne qui se faisait passer pour J.T. était beaucoup plus ronde, beaucoup plus féminine. Beachy ignore qui est sur la photo. Est-ce le véritable J.T. Leroy? Mais si tel est le cas, qui se fait donc passer pour lui? Les choses s'accélèrent quand le compagnon de Beachy arrive avec une nouvelle information donnée par son ancien camarade de classe. Et celle-ci est de taille. J.T. ne serait pas l'auteur de ses propres livres. Je n'en revenais pas. Il me manquait un bout de l'histoire. Qui était J.T. Leroy? En 2005, un ami du compagnon de Steven fait part à notre journaliste de ses doutes sur le fait que J.T. ait réellement écrit ses livres. C'était Laura Albert qui écrivait. Mais Steven a besoin de preuves solides. Il retourne alors consulter les archives de Dennis Cooper. J'ai trouvé les numéros de téléphone que J.T. avait eus dans les années 90. L'un de ces numéros appartenait à un type qui avait connu Laura à la même période et qui l'avait autorisé à se servir de sa boîte vocale. Quand j'ai parlé à cet homme, il m'a dit qu'à l'époque, quand Laura l'appelait, elle prenait toujours un accent différent. Laura aurait également lu à cet homme l'histoire d'un enfant abandonné dans un restaurant par sa mère. C'était très similaire à l'histoire de J.T. Alors, quand j'ai découvert ça, je me suis dit que j'avais ce qu'il me fallait. Steven se met à appeler quelques-uns des plus grands admirateurs de J.T. Je les ai appelés et je leur ai dit que la personne à qui ils parlaient depuis des années n'était pas celle qu'elle prétendait être. Je ne l'ai pas cru. Alors il s'est mis à tout me raconter et là j'ai commencé à réaliser. Tout ce qui m'avait toujours semblé incohérent prenait maintenant du sens. J'étais sous le choc. Je me suis senti trahi et j'étais en colère. Steven n'a plus qu'une personne à appeler. Je voulais savoir ce que J.T. pensait de tout ça. J'ai vraiment été franc avec lui. Mais il m'a répondu qu'il ne voulait pas dévoiler sa véritable identité. Steven décide cependant de révéler la supercherie. À l'automne 2005, 10 ans après l'arrivée de J.T. à San Francisco, Steven publie un article dans le New York Magazine. L'article fait l'effet d'une bombe. J'ai trouvé que c'était un beau travail journalistique. Il avait fait beaucoup de recherches. L'article était bien mis en page. Il y avait des photos de Speedy et d'Aster. Tout était clair. Il est donc publiquement prouvé que Speedy et Aster n'existent pas. Je n'avais pas les aveux de Jeffrey et Laura. Et mon article n'identifiait pas qui jouait le rôle de J.T. Ce que révèle surtout l'article de Beachy, c'est que ce n'est pas J.T. Leroy qui aurait écrit ces livres, mais Laura Albert. Le passé de la jeune femme est aussi tourmenté que celui de J.T. C'est ce qu'elle raconte en 2010 lors d'une performance de poésie orale donnée au Moth Club de New York et diffusée pour la première fois ici à la télévision. J'avais 16 ou 17 ans. J'habitais dans un foyer d'accueil à New York. Il y avait 8 filles et une seule salle de bain. Laura Albert a eu une jeunesse compliquée.
Elle a été abusée par un ami de son père et par plusieurs amis de sa mère. Laura Albert a toujours rêvé de devenir écrivain. Dans les années 80, elle obtient une bourse pour intégrer une université progressiste de New York où elle prend des cours d'écriture. Elle écrit alors un texte sur un enfant des rues qui est lu à la classe de façon anonyme. Mais Laura a peur et refuse de dire qu'elle en est l'auteur. Tout le monde essayait de deviner qui avait écrit l'histoire. Et tous les regards se portaient sur un garçon de la classe qui était toujours mal habillé. Moi aussi, je le regardais et je voulais que ce soit lui. Ça rendait mon texte plus crédible. Je ne voulais pas que les autres sachent que c'était moi. Ça aurait tout gâché. Ce ne sera pas la seule fois où Laura cherchera à se cacher derrière un alter ego. Après avoir déménagé avec Jeffrey Knoop à San Francisco, Laura a des poussées suicidaires. Quand elle appelle une ligne d'urgence pour parler à un psychologue, elle se présente comme un adolescent suicidaire nommé Terminator. Laura donne ainsi naissance à JT. Je pense que Laura Albert n'avait pas envie de dire que c'était elle qui écrivait. Elle devait vouloir que l'auteur de ses livres soit quelqu'un de plus impressionnant qu'elle. Je continue à écrire, mais jamais sous mon vrai nom. L'écriture m'apaise. Oscar Wilde disait « Donnez un masque à quelqu'un et il vous dira la vérité ». L'article de Steven divise le monde littéraire. Beaucoup de gens m'ont écrit pour me remercier. Ça faisait longtemps qu'ils pensaient que c'était une imposture. Mais des proches de JT ont commencé à vouloir le protéger. JT n'arrêtait pas de leur écrire en leur disant qu'il fallait riposter. Je me suis senti mal pour Stephen Beachy. Certains disaient des choses horribles sur lui. On disait notamment que c'était un romancier raté et qu'il avait inventé cette histoire pour attirer l'attention. Dennis Cooper, qui parle de trahison dans l'article de Beachy, vit lui aussi un moment difficile. Quand l'article est sorti, tout le monde m'est tombé dessus. On m'a dit que je me comportais de façon horrible avec ce pauvre JT. À l'opposé, Bruce Banderson reste l'un des plus fervents défenseurs de JT. C'était mon petit bébé que l'on était en train de diffamer. J'ai réagi comme n'importe quelle mère dont l'enfant aurait été attaqué. Je suis devenu hargneux et agressif. J'étais persuadé que c'était faux. Peu de temps avant l'article, j'avais vu JT à une soirée littéraire et il m'avait dit « Tu pars bien dans 4 jours en France, non ?» Et puis il m'avait parlé de ma vie personnelle. Alors j'en ai conclu que c'était bien lui, puisqu'il connaissait tous ces détails de ma vie privée. Comme je croyais vraiment à l'existence de JT, j'ai envoyé une lettre au New York Magazine dans laquelle j'attaquais férocement l'auteur de l'article. Et ils l'ont publié. Mais pour ceux qui croient à la thèse de Beachy, il reste un immense mystère. Qui se cache derrière cette perruque et ces lunettes noires? Warren St. John, journaliste au New York Times, décide de percer ce mystère. Quand j'ai lu l'article de Beachy, j'y ai cru. Mais il me manquait un bout de l'histoire. Qui était JT Leroy? Et JT continuant de se montrer en public, beaucoup doutent encore de ce qu'affirme Stephen Beachy. Jusqu'à ce que Warren St. John trouve par hasard la pièce manquante du puzzle. Elle avait des cheveux très courts, mais dès que je l'ai vue, j'ai su que c'était JT Leroy. Depuis que Stephen Beachy a publié un article dans le New York Magazine prétendant que Laura Albert écrivait les livres de JT Leroy, Warren St. John, journaliste au New York Times, tente de découvrir la véritable identité de la personne jouant le rôle de JT en public. L'histoire de Laura Albert ayant été dévoilée, Warren St. John décide d'enquêter sur l'autre impresario de JT, Astor, alias Jeffrey Knoop. J'ai essayé de savoir qui était Jeffrey Knoop, quelle était son histoire, d'où il venait.
Et j'ai fini par découvrir qu'il avait une sœur, ou plutôt une demi-sœur, qui s'appelait Savannah Knoop. J'ai tapé son nom sur Internet et je suis tombé sur une photo. Elle avait des cheveux très courts, mais dès que je l'ai vue, j'ai su que c'était J.T. Leroy. St. John entre en contact avec des amis de Savannah. Je leur ai envoyé une photo de J.T. Leroy en leur disant que c'était Savannah. Ensuite, j'ai envoyé la photo de Savannah à des proches de J.T. Leroy en leur demandant s'ils pouvaient me dire qui était sur la photo. Ils m'ont tous répondu que c'était J.T. Je les ai remerciés, puis je suis allé dire à ma rédaction que j'avais résolu l'énigme. J.T. Leroy était en fait Savannah Knoop. Mais comment Savannah Knoop est-elle devenue J.T. Leroy? Alors que J.T. refuse d'apparaître en public, beaucoup commencent à douter de son existence réelle. Pour Laura, il est temps de donner vie à son alter ego. Elle sait qui pourrait parfaitement endosser ce rôle. Il s'agit de la demi-sœur de son compagnon, Savannah. Elle ressemblait à ces jeunes garçons blancs aux yeux bleus qui étaient à l'étude avec moi et qui parlaient des agressions sexuelles qu'ils avaient commises. Des petits blondinets à tête d'ange à qui vous ne pouviez que tout pardonner. Même s'ils avaient été horribles avec vous, vous ne pouviez que les aimer. Je n'aurais jamais pu jouer une telle partition. Mais elle était parfaite pour ça. Elle était J.T. J.T. doit participer à une séance photo pour un magazine. Laura demande donc à Savannah d'aller jouer la comédie. Savannah accepte, mais juste pour une fois. Mais devant le succès remporté par J.T. lors de la séance, Laura se met à payer Savannah pour que J.T. apparaisse en public régulièrement, toujours accompagnée de Speedy. Elles ont beaucoup voyagé et ont vécu dans un monde de luxe. Elles ont dû bien s'amuser. Je pense que Savannah Knoop était quelqu'un de naïf. Elle a dû commencer à faire ça sans trop se poser de questions, et puis ça a dû lui plaire. Afin de rendre son personnage crédible, Laura bande la poitrine de Savannah pour la dissimuler, puis lui demande d'aggraver sa voix et d'adopter un style vestimentaire androgyne. C'était un véritable entraînement. Je les ai vus un jour dans une chambre d'hôtel. Savannah était sa poupée. Savannah expliquera plus tard dans son livre Boy, Girl, Boy pourquoi elle a accepté de devenir J.T. Leroy. Jouer le rôle de J.T., ça a été comme vivre une histoire d'amour. J'étais pleine d'énergie même les jours où je n'étais pas lui. Je ne pense pas qu'elle savait à quel point Laura se servait d'elle. Elle est arrivée plus tard dans cette affaire. Elle a dû se dire que ce serait intéressant pour elle. Quand vous vous retrouvez devant une fille avec une perruque, répétant à qui veut l'entendre qu'elle est un homme et qu'elle s'appelle J.T. Leroy, c'est vraiment difficile à croire. Il ne ressemblait tellement pas à celui auquel on s'attendait tous. Savannah ne peut plus se passer de J.T. Dans son livre, elle écrit « Je n'aurais jamais voulu lui dire au revoir. Il n'y aurait jamais eu de bon moment pour le faire. En fait, je n'avais aucune idée de ce que ma vie aurait pu être sans J.T. » Mais la supercherie touche à sa fin. Avant de révéler la véritable identité de J.T. au public, Warren St. John appelle Savannah dans l'espoir d'obtenir des aveux. Je me suis présenté. Je lui ai dit que je travaillais pour le New York Times, que je savais que c'était elle qui se faisait passer pour J.T. Leroy et que j'allais publier la photo prouvant ce que j'avançais. Puis je lui ai demandé si elle avait quelque chose à dire à ce sujet. Elle m'a simplement répondu qu'elle n'avait pas besoin de ça dans sa vie en ce moment et elle a raccroché. Ça n'a fait que confirmer ce que je pensais. Malgré l'article de St. John, certains admirateurs continuent à croire à l'existence de J.T. Mais plus pour longtemps. Jeffrey Knoop a accepté de tout nous raconter. Il avait vécu les choses de l'intérieur et il nous a expliqué comment tout ça s'était passé.
Je pense qu'il se sentait coupable. Et qu'en même temps, il était en colère d'avoir passé autant de temps à faire en sorte que ça marche. Tout ça pour rien. Cette fois, le doute n'est plus permis. Certains se sont sentis profondément trahis. Et ils étaient très, très en colère. J'ai tout de suite écrit à JT en lui disant que j'avais été confronté à la preuve de sa non-existence et que si c'était vrai, c'était une bonne partie de mon monde qui s'effondrait. Je lui ai demandé de me... Mais il ne m'a jamais répondu et on ne s'est plus jamais parlé. C'était surréaliste. Pour moi, il était réel. Il fallait qu'il existe. Ce qui arrivait, c'était impossible. J'ai traversé une période d'incrédulité avant de faire mon deuil. Et tout ce qu'il m'en est resté à la fin, c'était de la colère. Laura Albert est exposée aux plus violentes critiques. La presse a fini par révéler que c'était moi qui écrivais sous le nom de J.T. Leroy. Le New York Times a dit que j'étais responsable et même coupable de ce canular et qu'il m'avait enfin démasqué. Ils m'ont même traité de menteuse et d'auteur de fausses fictions. Je vous jure que c'est vrai. Pour moi, c'est quelqu'un qui a manipulé beaucoup de gens pour parvenir à ses fins. Elle s'est servie de nous. C'était très éprouvant d'être l'ami de ce JT. J'ai mis du temps à m'en remettre. Elle a passé beaucoup de temps à essayer de me convaincre qu'elle n'avait pas eu le choix. Parce qu'elle souffrait trop, encore plus que le personnage qu'elle avait créé. Et elle a dit à ceux qui se sentaient trahis qu'ils n'avaient pas à regretter d'avoir aidé quelqu'un. Puis les admirateurs de JT ont recommencé à écrire. Ils disaient à quel point ses livres les avaient transformés ou leur avaient sauvé la vie. Ce qu'elle a réussi à faire est incroyable. Mais son image en est sortie ternie. Elle avait du talent pour écrire, mais c'était surtout une menteuse géniale. J'ai beaucoup aidé JT. Je l'ai aimé, je me suis beaucoup occupé de lui. Alors ne recevoir ni excuses ni remerciements, ça m'a un peu choqué. Je ne pouvais pas m'excuser d'avoir réussi à survivre. C'est grâce à ça que je m'en suis sortie. Je suis toujours très en colère contre elle. Et même si j'ai pris de la distance, quand on me parle d'elle, j'ai toujours envie de l'envoyer au diable. Laura, ce que je ressens n'a rien à voir avec ta carrière. Je suis content que tu aies été publié et que les gens aient pu te lire. Je me fiche que tu aies été publié grâce à certains mensonges que tu m'as racontés. Ce qui me peine vraiment, c'est que tu m'as manipulé émotionnellement, même après avoir été publié. Comme tu n'avais aucune raison de le faire, je considère ça comme du sadisme de ta part. Je ne pense pas qu'elle aurait d'elle-même mis de l'ordre dans sa vie. Mais ce qu'elle a fait m'inspire tout de même du respect. C'est quelque chose d'incroyablement extrême. Et je trouve que ce qui est extrême est toujours intéressant. On peut se demander où commence et où finit la performance, et quelle part de soi on y met. Ça m'a fait souffrir. J'ai perdu un ami très proche. Six couples qui n'ont rien en commun s'engagent dans une compétition hors du commun. Marathon des Rénaux. Dans un instant, à Canal Vie.